Hello, hello, hello. Please take. Alors, s'il vous plaît, reprenez vos places. So I hope everyone is full of energy now after the coffee break. J'espère que cette I pause want café to vous a introduce regonflé the next et speaker, que vous êtes plein speaker d'énergie. of the Nous allons maintenant pediatric écouter talk. notre Roberta intervenant Petrucci. du Roberta is Pediatric a Talk, pediatrician Roberta and Petrucci. she works for MSF since many years. Elle travaille pour MSF in depuis de projects nombreuses in, années general pediatrics, neonatal care, sur and des projets de but malnutrition, also she soins has worked in néonataux emergencies, conflict, et outbreak. pédiatrie. Elle a travaillé response and également integration. sur des She's contextes today de the réponse leader of aux the urgences. MSF Aujourd'hui, International Pediatric Working Group. elle est Please la welcome responsable du groupe de travail pédiatrie MSF International. Merci beaucoup. Je suis très heureuse d'être avec vous aujourd'hui. J'ai quelques histoires à partager avec vous. Il y a quelques mois, j'étais en Syrie, où il y a un projet chirurgie MSF France, surtout pour les victimes de mines, comme cette petite de 5 ans qui est arrivée de nuit avec ses 4 sœurs, toutes dans un état critique. La famille était désespérée, nous a raconté l'histoire suivante. Ils avaient quitté leur maison 2 ans auparavant parce que leur village était devenu un terrain de bataille et pendant 2 ans, ils ont été transférés d'un camp de déplacés à un autre camp de déplacés. Puis, la sécurité a été réintroduite dans leur village et ils sont retournés chez eux. Ils étaient sur le toit de leur maison et elle a vu un objet étrange qui était en fait un explosif artisanal. Elle s'est approchée et l'objet a explosé. Les 5 petites sœurs ont été blessées grièvement. Elles ont commencé à pleurer. Il y avait beaucoup de sang. Le père a cherché une voiture, s'est allé au centre de santé local où il y avait très peu de moyens, pas de médecins. Ils ont réussi à arrêter le saignement. Puis 4 heures plus tard, les petites filles sont arrivées à notre hôpital. Elles ont été stabilisées, sont allées au bloc. Elles ont toutes survécu. Elles ont eu de la chance. À 4 ans, celle-ci était la plus blessée. 6 ans, fracture ouverte. Lema, 9 ans, amputation partielle du pied droit. Lami, 13 ans, amputation de la jambe droite. Sadar était la plus proche de l'objet. Elle a perdu ses 2 jambes. Au bout de quelques semaines dans notre centre, les blessures ont été cicatrisées, les petites filles se portaient mieux et elles ont pu repartir chez elles. Mais on a fait une grande fête avec les autres patients et toute l'équipe. C'est une histoire exceptionnelle dans cet hôpital de Syrie, mais malheureusement, c'est quasiment le quotidien de nos patients et de nos équipes. Les familles voyagent quittent leur village pour être en sécurité, puis retournent chez elles, mais il y a des objets explosifs qui sont cachés dans des frigos, dans des jouets. Ils sont tous destinés à tuer des civils et particulièrement des enfants. Jusqu'à 50% de nos patients dans ce projet de chirurgie sont des enfants. Et comme cela se produit souvent dans bien des projets de chirurgie MSF, il y a très peu de soins pédiatriques disponibles. Nos personnels savent qu'il y a besoin de soins spécifiques, mais on a très peu de moyens à disposition et très peu de temps pour acquérir des compétences supplémentaires. Il n'y a pas de recommandations, il n'y a pas de guide pour les médicaments qui peuvent être utilisés pour les enfants. La prise en charge de la douleur n'est pas idéale.
pour la santé mentale, c'est insuffisant. Nous sommes parvenus à améliorer certaines choses, notamment avec des thérapies par le jeu, mais ça reste encore très rudimentaire. Une deuxième histoire s'est produite un petit peu plus tard, et là on est au Libéria. En mars 2014, je faisais partie de l'équipe d'urgence du pôle d'urgence de Genève. Et à la fin du mois de mars, l'épidémie Ebola la plus grave a été signalée. Nous sommes allés sur le terrain. J'ai signalé ma disponibilité pour aller rejoindre les équipes sur place et mon patron m'a dit Ebola, c'est pas de la pédiatrie, hein, c'est pas pour les pédiatres. Et en fait, il m'a dit allez, ils vont pas ouvrir un centre de traitement pédiatrique Ebola. Et tu pourrais aller sur d'autres urgences. Mais malheureusement, comme vous le savez tous, la situation est devenue tellement grave, il y avait tellement de stress sur les équipes qu'on a dit que même les pédiatres pouvaient être utiles dans l'équipe d'urgence Ebola. Et j'ai donc participé à ma première mission Ebola. Quand je suis arrivée sur place, je me suis rendu compte qu'il y avait pas mal d'enfants parmi les patients. Et un patient sur 5, en fait, était un enfant de moins de 15 ans. Et dans l'épidémie actuelle en RDC, ce chiffre est encore plus élevé. Donc on sait qu'il y a des patients enfants, surtout les moins de 5 ans, et les moins d'1 an ont des taux de mortalité qui atteignent jusqu'à 90%. Lorsque je suis arrivée sur place, comme vous le savez tous, la situation était catastrophique, extrêmement difficile à contrôler, particulièrement pour les enfants qui arrivaient seuls. On ne connaissait pas leur âge, leur poids. La meilleure chose que l'on pouvait faire, c'était leur donner la moitié de toutes les doses. Parce que c'était le seul moyen que l'on avait de les traiter, tout en sachant que ce n'était pas idéal, mais c'était la seule chose que l'on pouvait faire. Petit à petit, nous avons pu commencer à calculer les posologies et améliorer la prise en charge avec, en prodiguant les bons traitements et puis un système pour les aidants, même s'il y avait personne pour la famille qui était là pour leur donner pour des apports nutritionnels. On avait même une salle spéciale où ils pouvaient jouer. Et puis, en janvier 2015, on a eu notre première unité de pédiatrie dans un centre Ebola. Et là, je suis revenue voir mon patron et je lui ai dit « Ah, tu vois ? Pourquoi est-ce que je vous raconte cette histoire ? Eh bien, parce que aujourd'hui, on est là pour partager notre expérience, nos savoirs, nos connaissances, nos idées. L'objectif ultime étant d'améliorer les soins néonataux et pédiatriques dans les contextes où nous travaillons. La plupart d'entre vous connaissent déjà ce graphique qui vous a été présenté plus tôt dans la journée, où l'on voit qu'au cours de ces 15 dernières années, la mortalité a baissé en néonat et pour les moins de 5 ans. On peut s'en satisfaire, mais au-delà de cette tendance mondiale, l'épidémiologie est en train de connaître une transition dans les contextes où nous travaillons. Plus d'1 milliard d'enfants sont aujourd'hui vivent dans un pays qui est directement ou indirectement touché par un conflit, ça veut dire 1 enfant sur 6 dans le monde. Et les conflits ont changé dans leur nature également. Il a été calculé que le ratio des morts de civils par rapport au nombre de morts militaires, c'est un civil tué pour 10 militaires au début du siècle passé. Et aujourd'hui, on est à 8 morts civils pour 1 mort militaire aujourd'hui. Il y a de plus en plus de civils touchés par les conflits et par conséquent, la proportion d'enfants est en augmentation. Le nombre de populations déplacées dans le monde est passé de 30 millions en 2004 à 60 millions en 2014. Et il a été calculé qu'au moins 50% de la population de réfugiés dans le monde sont des enfants de moins de 15 ans. Aujourd'hui, plus d'1 tiers de la mortalité infantile se produit dans des pays qui sont soit touchés par des conflits
où il y a une grande proportion de population de réfugiés. Et non seulement ça, ces baisses de mortalité se produisent essentiellement pour les maladies non transmissibles, mais on le voit dans nos activités. Mais on sait que les maladies chroniques sont en train d'augmenter chez les petits, chez les adolescents et chez certains. Dans certains pays, 30% des adolescents ont des maladies chroniques. Si vous avez un petit peu de temps, je vous invite à aller regarder le site web. J'ai oublié leur nom, excusez-moi, dit l'intervenante. Du Global Burden of Disease. C'est assez intéressant parce qu'on voit ce qui se passe sur le plan épidémiologique par pays, par âge et par sexe. Et ici, j'ai pris un échantillon des causes principales de décès dans les pays à faibles ressources pour les enfants de 5 à 14 ans. Voici ce que nous révèle l'épidémiologie en 1990, donc il y a plus de 20 ans. En vert, la traumato, en rouge, les maladies transmissibles, et puis en bleu, les maladies chroniques. 2017, vous voyez que les maladies transmissibles sont en baisse, une augmentation des maladies chroniques et le nombre de décès dus au VIH est extrêmement important dans ce groupe. C'est ce qui m'a beaucoup frappé. Donc, il faut que nous adaptions nos opérations à cette évolution. Pourquoi est-ce que je vous raconte ces deux histoires? Parce qu'il faut se souvenir que beaucoup d'enfants vont arriver dans nos services de pédiatrie et de néonat où ils vont rencontrer des gens comme nous, des professionnels formés à la pédiatrie ou qui ont une longue expérience, mais il y aura beaucoup d'enfants qui vont arriver aussi au centre de traumato en Syrie ou dans les urgences au Yémen ou dans des cliniques de violences sexuelles en RDC ou dans des centres de traitement Ebola ou dans des zones rurales éloignées au Niger ou dans un camp de réfugiés en Grèce où ils vont rencontrer des professionnels qui ne vont pas être à l'aise avec les traitements pédiatriques parce qu'ils n'ont pas forcément tous les protocoles et les recommandations, qui n'ont pas les outils pour les soins pédiatriques. Ces deux témoignages nous rappellent que le défi d'MSF aujourd'hui, c'est que les soins pédiatriques et néonataux doivent être intégrés dans nos contextes et particulièrement dans les contextes où il y a très peu de moyens pour s'assurer que tous les enfants, que tous les nouveau-nés, que tous les adolescents qui sont dans nos programmes MSF puissent recevoir le meilleur soin possible, qui seront dispensés par des professionnels locaux qui seront à l'aise pour prodiguer les soins nécessaires à ces populations. Maintenant, comment allons-nous faire? C'est là peut-être que vous vous attendez à ce que je vous donne les idées brillantes avec la baguette magique qui va résoudre tous ces problèmes. Malheureusement, je n'ai pas ces moyens. Je vous retourne la question, comment allons-nous faire? Nous avons besoin de votre aide. En 2018, je remplace Marie-Claire Bottino à la tête du groupe pédiatrie. Je pense que vous connaissez tous le groupe de travail pédiatrie. Vous les reconnaissez ici sur la photo. Ce groupe pédiatrie comprend tous les conseillers pédiatrie des différents centres opérationnels et nos infirmières pédiatrie. On travaille régulièrement ensemble pour s'assurer que nous pouvons apporter le soutien nécessaire au terrain pour améliorer les soins néonataux et pédiatriques. La raison pour laquelle vous nous connaissez, c'est qu'on a rédigé des recommandations l'année dernière avec les recommandations néonates l'année passée. Celles de pédiatrie, je l'espère, seront publiées début de l'année prochaine. Mais plus que cela, nous essayons de travailler avec les autres spécialités, les autres groupes de travail pour nous assurer que la pédiatrie est effectivement intégrée dans toutes les recommandations. Je vous ai parlé de ces 5 fillettes en Syrie, ce qui nous a permis de dialoguer avec les chirurgiens et de faire en sorte que la douleur pédiatrique soit prise en compte dans ces programmes
tout particulièrement pour traiter le syndrome du membre fantôme, qui est tout à fait important chez les enfants. On fait aussi un gros travail de plaidoyer pour l'Ebola. On a apporté des conseils, on a amélioré les soins, mais on veut s'assurer aussi que dans les nouvelles recommandations sur la prise en charge Ebola, il y aura un chapitre spécial consacré aux soins pédiatriques. Mais on veut faire plus que ça. Et pour faire plus que cela, nous vous demandons aujourd'hui de nous donner vos idées, de nous présenter vos suggestions, peut-être des solutions qui ont marché ici ou là, pour nous assurer que chaque adolescent, chaque enfant, chaque nouveau-né qui se présente à nous reçoive les traitements dont il a besoin. Vous devez aussi nous interroger, nous remettre en question. Peut-être qu'on n'a pas pris la bonne direction sur telle ou telle chose, ou peut-être qu'il y a des choses que nous avons négligées ou oubliées. Je suis certaine que vous avez la connaissance fine du terrain qui nous permettra d'améliorer nos travaux. Maintenant, comment faire? Eh bien, si j'ai mis la photo à l'écran, c'est pour que vous puissiez identifier les personnes à qui vous adressez pendant les pauses déjeuner ou les pauses café pour aller leur dire « Au fait, j'ai une idée ou j'ai une question, j'ai telle ou telle chose à te proposer ou à suggérer. » Nous aurons bientôt notre site web du groupe pédiatrie où vous pourrez accéder à des informations, des ressources documentaires, des formations et nous espérons pouvoir communiquer en réseau parce que la question que l'on vous pose, c'est comment essayer de faire en sorte que nous pouvons devenir une communauté de professionnels qui soit une source d'apprentissage mutuel, de partage d'expériences, pas uniquement au cours des journées pédiatriques, mais au quotidien, pour faire en sorte que la dynamique que nous créons ici se poursuivra et que nous allons améliorer les soins que nous prodiguons. Encore une dernière minute, si vous me le permettez, je demanderai à mes collègues du groupe de travail pédiatrie de se lever. Je sais que toutes ces personnes sont dans la salle. Daniel, Kémy, il faut que vous sachiez qui nous sommes. Merci. Kémy, Nadia, Harriet, Nicolas, Marie-Claude, Lisa, Hans, Laurent. Vous avez encore une journée et demie pour aller les voir, leur poser des questions ou leur proposer des suggestions parce que pour chaque adolescent, chaque enfant, chaque nourrisson, c'est important. Merci beaucoup. Any question, remark? Avez-vous des questions ou des remarques? Thank you, Roberta. Merci, Roberta. And so you have a homework. Donc, vous avez des devoirs maintenant pour ce soir. Identifier ces interlocuteurs pour aller leur poser des questions. Et cela ne concerne pas uniquement les gens d'MSF, ça concerne aussi toutes les personnes qui ne travaillent pas pour MSF, mais qui travaillent avec d'autres ONG, d'autres organisations. Vous savez vers qui vous tournez si vous voulez que l'on améliore la qualité des soins pédiatriques dans nos missions. Alors maintenant, nous allons accueillir Renaud Becquet de Alima, qui va nous parler de la prise en charge de la malnutrition aiguë des enfants âgés de 6 à 59 mois. Bon après-midi et merci. Je vous parle ici au nom de Coral, qui est une plateforme de recherche qui signifie dans son acronyme Clinical and Operational Research Alliance, qui réunit des professionnels de l'INSERM dans recherche médicale, des gens d'Alima, et je préside ce groupe avec Suzanne Shepard d'Alima. Aujourd'hui, je vais vous présenter les résultats de l'étude pilote que nous avons menée au Burkina Faso pour optimiser et simplifier la prise en charge de la malnutrition aiguë des enfants âgés de 6 à 59 mois.
Alors, le raisonnement derrière cette stratégie s'appuie sur deux principes. Tout d'abord, une nouvelle définition hybride de la malnutrition aiguë qui repose sur le MUAC et uniquement le MUAC, avec un MUAC à moins de 125, avec une identification, une détection de l'émaciation par un dépistage MUAC par la famille. On utilise une seule source de mesure anthropométrique. Cela nous permet d'avoir une cohérence sur toute la programmation de la nutrition et cela simplifie la programmation avec un seul type d'aliment thérapeutique et une source d'approvisionnement. La deuxième partie de cette stratégie, le deuxième axe, c'est une réduction des doses de RUTF en fonction de la variation du poids et du MUAC de façon à traiter un nombre plus important d'enfants en leur administrant le RUTF sans réduire le temps de récupération. Il s'agissait d'une étude où nous voulions éprouver nos hypothèses. Les objectifs s'appuyaient sur des références nationales et internationales. L'objectif principal était d'avoir un taux de récupération supérieur à 75%. La méthodologie de l'étude, elle s'appliquait au district de Yako, Burkina Faso, sur 54 centres de santé. Souvenez-vous ici que pour des raisons éthiques, nous avions un bras de traitement compassionnel pour les enfants qui étaient à plus de 125, mais avec un rapport poids-taille inférieur à 3 qui ont été traités selon le protocole national. Alors, ici, vous allez avoir une comparaison entre notre programme Pilote Optima et le protocole national. Dans tous les pays, vous avez des protocoles différents pour la malnutrition aiguë, modérée ou sévère, qui reposent uniquement sur le MUAC ou pas uniquement sur le MUAC. Une calculation de la posologie sur Optima reposait sur le MUAC à chaque visite et les critères de sortie dans le projet Optima était un MUAC supérieur à 125 mm dans 2 visites consécutives, pas d'œdème pendant 2 semaines et un séjour minimum de 4 semaines. Vous avez ici les nouvelles tables de doses de sachets définies. Les enfants les plus malades recevaient un peu plus de RUTF alors que les autres recevaient un petit peu moins en fonction de leur évolution. Sur ce logigramme, vous voyez le nombre total d'admissions. Il s'agissait uniquement des nouvelles admissions. Nous avons exclu quelques enfants pour lesquels il n'y avait pas eu de consentement ou qui avaient été mal classifiés. On a terminé avec 5046 enfants. Vous voyez que seul 1,7% d'entre eux étaient dans le bras compassionnel à droite. Et au total, on était à 4 958 enfants qui ont été intégrés dans le programme du protocole Optima. La grande majorité ont été intégrés sur la base du MUAC et pas sur les œdèmes observés. Ce tableau résume les résultats de notre stratégie. Je vais tout d'abord vous présenter les résultats obtenus avec un taux de récupération de 96%, 4% de décès, perte de vue de 4,7%. Les non-répondants, c'est-à-dire les enfants qui sont restés dans le programme pendant plus de 12 semaines sans se récupérer, ont atteint 3,4%. Puis ensuite, vous avez une répartition des résultats par les catégories MUAC à l'admission. Vous voyez une très bonne récupération et d'autres résultats positifs obtenus pour ceux qui avaient un MUAC supérieur à 115 à l'admission. Mais pour les enfants dont le MUAC était inférieur à 115, le taux de récupération est inférieur à ce que l'on attendait avec 17% des enfants qui avaient récupéré. Pour entrer davantage dans les détails pour cette catégorie, le taux de récupération le plus faible et les taux les plus élevés de mortalité observés, c'était ceux qui avaient un MUAC inférieur à 115
et un score Z inférieur à 3. Sur cette diapositive, vous voyez que la durée moyenne de récupération était de 8 semaines lorsque le MUAC était inférieur à 115, tandis qu'il était de 5 à 6 semaines pour les enfants dont le MUAC était supérieur à 115. Un autre résultat important, c'est l'adhésion à cette nouvelle table de dosage ou de posologie. 75% des enfants ont reçu le nombre exact de sachets lors de chacune des visites. Et parmi les enfants qui ont reçu le mauvais nombre de sachets au moins une fois, eh bien, 2 tiers de ces enfants n'ont été concernés par cette question qu'une seule fois, lors d'une seule visite. Et l'écart n'était que d'un sachet, donc un écart très faible. Nous avons également eu un modèle multivarié afin d'ajouter les facteurs associés à la récupération nutritionnelle, après justement pour le sexe et l'âge. Donc ceux qui sont toujours allaités, les femmes ou les mères à qui on apprend à utiliser le MUAC, ou alors pas de test diagnostic rapide pour le PALU positif, ou alors SMC lors de l'admission. Et nous avons des résultats très préliminaires sur l'étude de rechute que nous avons menée. Nous avons sélectionné au hasard 12 centres de santé sur les 54. Nous avons inclus 700 enfants qui ont récupéré suite au protocole Optima. Ils ont été suivis chaque semaine à domicile pendant 3 mois. 6,5% des enfants ont fait une rechute, c'est-à-dire qu'il y avait au moins un MUAC inférieur à 125 lors de ces visites à domicile. Pour conclure, ce que l'on vous montre ici, ce sont des résultats encourageants qui montrent qu'il est tout à fait faisable de mettre en place un protocole MUAC simple avec une posologie RUTF réduite, et c'est ce qui a été fait au Burkina Faso. On a une bonne récupération, faible taux de mortalité pour le programme dans son ensemble, et cela correspond aux normes nationales et internationales. J'aimerais également insister sur la bonne adhésion à cette nouvelle table de posologie par les ou de la part des prestataires de soins. Alors, mortalité plus élevée, moins bonne récupération chez les enfants dont le MUAC était inférieur à 115 au moment de l'admission. Donc, on envisage d'augmenter ce tableau de posologie pour ces enfants afin d'espérer obtenir des meilleurs résultats dans cette catégorie. Bien entendu, la principale limite, c'est qu'il n'y avait pas de groupe de comparaison, pas de témoins, et c'est la raison pour laquelle nous mettons en place un essai clinique individuel contrôlé en République démocratique du Congo, au Kasai, afin d'évaluer pleinement cette nouvelle stratégie. Et je vous remercie de votre attention. Bien, alors 2 ou 3 questions. Bonjour, Christine Elvin. Alors, pour les enfants inférieurs à 115, vous avez donné moins de RUTF que la norme? Ou j'ai mal compris? Non, c'est difficile de passer beaucoup de temps sur ce tableau parce qu'il est assez complexe, parce que je n'ai pas assez de temps pour tout présenter, mais pour résumer, les enfants inférieurs à 115 ont reçu un peu plus de nourriture que ce qui est prévu dans les normes nationales. Mais ensuite, ça dépendait vraiment du poids et de la catégorie MUAC. Merci beaucoup pour cette présentation très intéressante.
Dans votre conclusion, vous avez parlé de limites, les limites de l'étude. Ce qui me préoccupe, c'est le MUAC, parce que ça ne mesure que l'émaciation. Donc, est-ce que vous envisagez à l'avenir de cibler des enfants qui ont un œdème? Alors, peut-être que je n'étais pas claire. Alors, je ne sais pas qui parlait, je ne sais pas qui répondre. Non, vous avez parlé des critères d'inclusion. Donc, mais pour l'avenir, est-ce que vous envisagez d'inclure ces enfants ou d'avoir un... Non, ici, les critères d'inclusion étaient basés sur le MUAC, mais aussi l'œdème. Donc, les enfants avec un œdème étaient aussi inclus. Mais dans le contexte du Burkina Faso, il y avait très peu d'enfants présentant un œdème. Et les choses seront très différentes en République démocratique du Congo, où nous mettons en place un nouvel essai. Et je pense que nous pourrons spécifiquement tester cette nouvelle intervention auprès de cette catégorie d'enfants. Et c'est une des raisons pour laquelle nous mettons en place l'essai dans ce pays, dans cette région. Merci. Une dernière question? Angie, MSF. Une question. Cette approche repose vraiment sur les mères qui doivent mesurer le MUAC. Donc, dans le cadre de ces travaux, est-ce que vous pouvez évaluer ou est-ce que vous avez des chiffres concernant l'acceptabilité, donc le fait que les mères acceptent d'utiliser le MUAC? Ensuite, le taux de récupération, il avait l'air très faible chez les enfants souffrant de MAS. Donc, cette étude, vous allez la mettre en place en RDC. Est-ce que vous avez déjà des données préliminaires sur la RDC concernant les enfants dont le MUAC est inférieur à 115? Alors, Alima a déjà fait des travaux sur la formation MUAC dans les familles. Et il y a eu un article montrant une bonne acceptance et aussi le fait que les mesures faites par les familles étaient de bonne qualité. Et cela permettait donc aux enfants d'accéder aux soins de façon plus précoce. Concernant l'essai en lui-même, il est en train d'être mis en place maintenant. Ça prend du temps parce que nous mettons en place les bonnes pratiques cliniques et les premières inclusions devraient avoir lieu en juin. Donc pour l'instant, je n'ai pas de résultats à vous communiquer. Merci. The next speaker is Saskia van der Kam. Nous avons maintenant Saskia van der Kam des Pays-Bas. Et Saskia va nous parler des risques potentiels associés à la qualité chimique de l'eau dans les centres thérapeutiques. Bonjour, j'ai une question. Ceux d'entre vous qui travaillaient dans les centres de nutrition ou dans les programmes, est-ce que vous avez déjà pensé à la qualité de l'eau que vous utilisiez pour... Alors, je ne parle pas de contamination. Est-ce que vous l'avez déjà goûté? Eh bien, c'est ce que nous allons montrer dans cette présentation. Il y a un groupe qui s'est penché sur les concentrations de minéraux et de différentes particules dans l'eau que nous utilisons dans les centres de nutrition. Parce qu'on s'est dit que cela peut avoir un impact sur l'issue du traitement. Donc, il y avait un groupe composé d'ingénieurs, de chimistes, de pédiatres, de managers, venant de différentes agences, OCA et le Sick Child à Toronto, également l'hôpital pour enfants de Montréal, également l'Institut d'Adelaide et aussi l'Université York. Et bien sûr, voilà, je fais cette présentation au nom de tout le monde. Donc tout a commencé en 2017 en Éthiopie. Une urgence nutritionnelle dans la région Somalie. C'est la région qui pénètre un peu dans la Somalie. Donc grande sécheresse et un nombre très important d'enfants mal nourris dans les programmes de nutrition. Donc en ambulatoire, dans les hôpitaux, un grand nombre d'enfants.
Et les pédiatres nous disaient qu'il y avait une mortalité inhabituelle. Alors, pas tout le monde. On ne pouvait pas dire que c'était une épidémie, mais tout de même, c'était un peu préoccupant. Il n'y avait pas d'hypothermie, pas de problème de glycémie, pas de... On ne savait pas trop à quoi c'était dû. Et c'était une situation d'urgence, on n'avait pas de bonne description de cas, mais tout de même, on voyait que l'état des enfants s'améliorait et soudainement, certains enfants voyaient leur état se dégrader, tomber dans le coma et voire décéder. Donc nous avons élaboré une théorie parce que nous avons eu le même problème 10 ans plus tôt en Somalie, juste de l'autre côté de la frontière. À nouveau, ce n'était pas expliqué et les gens avaient étudié la qualité de l'eau et on s'était rendu compte que la concentration en sel de l'eau utilisée là-bas était assez proche de la concentration trop élevée. Donc, on n'a pas pris de risque et on est passé à l'eau en bouteille avec une teneur en minéraux plus faible. Donc, les cas ont disparu, mais on ne peut pas non plus dire que c'était dû à l'utilisation de l'eau en bouteille, parce qu'il y a eu d'autres changements également qui ont eu lieu. Donc, nous avons testé l'eau des puits et on s'est dit qu'on n'avait pas de bons critères pour dire que tel niveau, telle teneur en magnésium ou telle teneur en sel était mauvaise pour les patients mal nourris. Donc, c'est ce sur quoi a porté notre travail. La méthode, donc évaluation des risques médicaux pour l'ensemble des éléments. Nous nous sommes demandé si c'était un problème potentiel. Et nous avons également calculé l'exposition potentielle, alors phase 1, phase 2, ensuite ceci ou cela, plan A, B, C. Et à partir de ça, nous avons défini des paramètres de préoccupation. Nous avons également eu un groupe d'experts qui s'est réuni pour parler des différents paramètres et nous avons fait un examen systématique de la littérature concernant ces paramètres dans le cas des enfants MAS. Donc, on s'est dit que c'était le sodium le problème, mais on voit que le magnésium aussi est un véritable problème, quelle que soit la phase. Parce qu'à droite, vous avez les limites supérieures, et donc ça vient de IOM, ou d'autres sources, des sources américaines, des sources européennes. Donc le magnésium était bien au-dessus des valeurs. Le sodium, c'était assez élevé aussi. Le sulfate et les nitrates aussi. On était vraiment bien au-delà des valeurs acceptables. Il y avait d'autres particules qui nous préoccupaient. Le zinc, par exemple. Alors, c'était élevé, mais bon, là, on parle d'un contexte où il y a de la diarrhée, du choléra, donc le zinc, ce n'est pas vraiment un problème si les teneurs sont élevées. Il y avait aussi le molybdène, par exemple, ou d'autres. On ne savait pas trop, mais ce n'était pas vraiment préoccupé, les manganèses non plus. Donc, le groupe d'experts s'est rencontré et il a regardé quelles étaient les différentes teneurs et l'osmolarité également. Alors, il n'y a pas de limite supérieure, comme vous le savez, en tout cas pas de chiffres disponibles. Donc, on prend des limites par procuration. Et là, c'est assez choquant parce que ce sont des doses que l'on donnerait en cas de constipation. Et ça, je trouve que c'est assez choquant. Je ne peux pas vous les montrer ici parce que j'ai promis à nos experts qu'ils pourraient les valider avant que je les montre au public. Donc voilà, mes excuses. Donc, examen systématique de la littérature. Donc, nous avons sélectionné un grand nombre de titres et 3 étaient des avis et 2 datent des années 60, des 70 et un de 2009. Mais il n'y avait rien vraiment qui portait sur ce que nous recherchions. Donc, l'étape suivante vise à affiner nos recommandations concernant les valeurs supérieures, les valeurs limites, pour ce qui est des teneurs en certains minéraux. Donc, il faut
tester l'eau dans tous les endroits où on a des programmes de nutrition. Il faut une caractérisation plus globale. Est-ce que c'est simplement en Somalie ou est-ce que ça concerne également le Nigeria ou l'Inde? Et il faut que l'on regarde davantage comment on peut déminéraliser l'eau sur le terrain. Donc, c'est un risque qui n'est pas suffisamment pris en compte dans ces différents contextes, dans ces centres de nutrition. Mais c'est quelque chose qui est tout à fait pertinent aussi pour d'autres disciplines telles que la néonatologie ou les maternités. Et il faut agir vite parce que ce problème va s'aggraver avec le changement climatique. Plus de sécheresse, plus d'infiltration du sel dans l'eau, migration des gens, plus de pression hydrique. Donc, nous avons vraiment le sentiment qu'il faut conclure cet exercice assez rapidement. Donc, il y a un certain nombre de personnes que je souhaite remercier et vous pouvez voir leur nom à l'écran pendant que vous réfléchissez à vos questions ou aux commentaires que vous souhaitez faire. Thank you for a nice presentation. Merci pour cette présentation vraiment intéressante. Ah, c'est difficile de se mettre debout. Les pesticides, les herbicides, est-ce que vous les avez envisagés également? Est-ce que vous pensez qu'il faut rechercher leur présence ou pas? On l'a envisagé, mais on manque de capacité. Et on ne l'a pas fait pour cette région. Mais bien entendu, les nitrates, c'est quand même assez proche. Et il y a des gens dans la salle qui savent très bien que c'est un problème aussi en Europe de l'Est. C'est parce que les engrais dévalent les pentes et arrivent dans les vallées. Mais oui, il faut le faire, et surtout en Asie, je pense. More questions? D'autres questions? Eh bien, merci beaucoup. Nous allons passer à la présentation suivante. The next presenter is Dominique Robert-Froy. Donc, Dominique Robert-Froy de Action contre la faim. Merci. Non, en fait, je ne suis pas d'Action contre la faim. Je suis épidémiologiste et j'enseigne l'épidémiologie et la santé publique à l'Université de Namur et j'ai collaboré avec Action contre la faim pour ce travail-ci. Well, my speech is about... Alors, sans les diapos, on essaye, d'accord? Donc, ma présentation porte sur l'impact du recours aux bonnes règles pour permettre aux enfants souffrant de malnutrition de sortir de l'hôpital. Donc, je pense que tout le monde ici sait quels sont les critères OMS pour ce qui est de l'admission et la sortie des enfants souffrant de malnutrition aiguë. Petit rappel, ça figure à l'écran, si vous le souhaitez. Donc, poids, taille égal ou inférieur à -2 ou MUAC supérieur à 125 pendant au moins 2 visites consécutives. Et l'indicateur de sortie devrait être le même que celui utilisé à l'admission. Alors, il faut noter que l'OMS ne spécifie pas quel devrait être l'indicateur utilisé lorsque les enfants sont admis avec à la fois un MUAC faible et un poids-taille faible. Ce que l'on constate, c'est qu'il y a un certain nombre d'écarts qui sont réalisés par rapport aux recommandations OMS
Et on les voit ici à l'écran. Une des variations, c'est le nombre de visites nécessaires pour confirmer la sortie. Donc là, c'est environ une visite dans une série de programmes. L'autre variation, c'est la règle consistant à appliquer le même indicateur lors de l'admission et de la sortie. Comme vous pouvez le voir, eh bien, des règles différentes peuvent s'appliquer. Par exemple, dans un nombre de pays en Afrique, on voit ici par exemple le Tchad, le Mali, le Cameroun. C'est le MUAC qui est utilisé. Non, pardon. Non, MUAC ou Poitaille, qui s'applique pour tout enfant admis, quels que soient les critères d'admission. Donc on voit qu'au Népal, il y a une autre différence encore. Et il y a aussi un protocole combiné simplifié tel qu'il a été présenté par Renaud. C'est une approche très intéressante et la présentation aussi était très intéressante d'ailleurs. La méthode. Nous avons utilisé une cohorte unique d'enfants souffrant de malnutrition aiguë en Inde. Alors elle était unique parce que chaque enfant ont suivi les soins pendant jusqu'à 8 semaines sans sortie et un suivi hebdomadaire et très peu de situations négatives. Donc, les enfants pouvaient être déclarés comme étant guéris à n'importe quel moment pendant ces 8 semaines et le pourcentage d'enfants MAM ou MAS, d'après les critères OMS, eh bien, on l'a trouvé dans ces enfants. Ce qu'on a constaté, c'est que plus le critère EMS sont utilisés, plus le nombre d'enfants considérés comme étant guéris est élevé. Par exemple, ici, vous avez les protocoles d'un certain nombre de pays africains. Si ces critères sont appliqués, on voit que le nombre d'enfants considérés comme étant guéris peut être de 90%. Mais bien entendu, un nombre d'enfants, jusqu'à 90% de ces enfants considérés comme étant guéris, souffrent encore de malnutrition si l'on utilise ou on applique les critères OMS. Par exemple, on peut avoir un taux jusqu'à 30% d'enfants qui souffrent toujours de malnutrition aiguë. Si l'on regarde les protocoles combinés simplifiés et son impact, si on applique ce protocole avec une visite pour confirmer la sortie, on a un pourcentage de 63-64%, ce qui est assez proche des chiffres que Renaud a présentés. Mais bien entendu, parmi ces enfants considérés comme étant guéris, il reste un certain pourcentage qui sont toujours en état de malnutrition d'après les critères OMS. Et comme vous pouvez le voir, le pourcentage peut atteindre 40% d'enfants qui sont considérés comme souffrant toujours de malnutrition. Donc voici les principaux éléments dont je voulais vous parler aujourd'hui. Alors, on voit qu'il y a un pourcentage assez substantiel d'enfants qui souffrent toujours de malnutrition, d'après le protocole OMS, alors qu'ils sont considérés comme étant guéris d'après les protocoles nationaux. Et cela pourrait expliquer les taux de réussite qui semblent être plus élevés dans certains programmes CEMAM africains si on les compare à certains programmes CEMAM en Asie. Donc, la conséquence, c'est qu'il y a un risque plus élevé de rechute ou de mauvaise santé dans ces protocoles. Et par ailleurs,
mais ça, c'est une question secondaire. Il est très difficile de comparer différents protocoles et programmes CEMAM du fait de la disparité qui existe entre les protocoles appliqués. Il est donc nécessaire d'entreprendre des travaux de recherche afin de définir dans quelle mesure l'utilisation de ces critères de sortie sont valides ou non. Et c'est un besoin qui a été affirmé par l'OMS en 2013. Et sur la base de ces travaux, on voit bien qu'il est nécessaire de standardiser les protocoles de sortie pour ces enfants dans le monde. Et je vous remercie de votre attention. Questions? Y a-t-il des questions? No questions? Pas de questions? Well, I have one. Bah, moi j'en ai une. So what you're saying is that if there's a shorter, Ce que vous dites, they're only given one visit to c'est que show s'il n'y a they're cured qu'une according to the visite criteria, pour voir s'ils that's sont why guéris, we think that d'après les programs are critères, effective, on in pense African que le countries, but they programme are est actually efficace effective. dans Is les that pays africains et en what fait, ils ne your sont pas si conclusion is efficaces from que cela. the data? C'est ça la conclusion, si on regarde ces chiffres? Oui, exactement, tout à fait. D'après ce critère de sortie, eh bien, on a l'impression que l'efficacité du programme est tout à fait incroyable. Mais si on applique les critères OMS pour définir l'état des enfants, eh bien, dans certains pays, on constate qu'une proportion assez importante d'enfants qui sont considérés comme étant guéris, en fait, finalement, sont encore en état de malnutrition aiguë, MAM ou MAS. Bonjour, Rui de l'ENN. C'était très intéressant, merci. Je pense que dans vos travaux, vous voyez également que si un enfant a été admis avec les deux critères, MUAC et poids taille, au moment de la sortie, on ne sait pas forcément quel est le critère qu'il faut appliquer. Est-ce que vous avez un conseil ou une idée sur la question? Ou est-ce qu'on doit en choisir l'un ou l'autre? Ou est-ce que c'est très difficile et puis on choisit un peu au hasard finalement? Je pense que c'est difficile d'envisager l'impact clinique d'un tel choix, mais bien entendu, si on implique la définition stricte de l'OMS, à savoir qu'on utilise le même critère lors de l'admission et de la sortie, eh bien, il faudrait utiliser les deux, et le MUAC et le poids taille, avant de laisser l'enfant sortir. Dominique, merci pour votre présentation. Alors, après, est-ce que vous allez comparer et savoir si on avait des critères plus robustes? Finalement, est-ce qu'on sait combien d'enfants devraient rester dans le programme pendant une période plus longue? Bah oui, bien entendu, c'est une grande question, mais je n'ai pas de réponse. Évidemment, là, on a une simulation des différents protocoles pour une seule cohorte, pour un seul groupe de patients, mais pour ce qui est de la durée du programme, les résultats du programme, ça, il faudrait faire des évaluations dans les différents pays, dans les différents contextes, et serait aussi très variable selon la façon dont le programme est structuré, c'est efficace ou pas. Donc, oui, c'est un besoin sur lequel nous insistons, c'est certain. Merci beaucoup. La prochaine présentation sera faite par Véronique Guillemot de MSF. Et à propos de l'évaluation du dispositif de formation infirmiers et assistants nutritionnaires
nutritionnelle préparatoire au pic annuel de malnutrition et de paludisme au Niger. Bienvenue. Merci beaucoup. Bonjour à tous. Ah, pardon. Juste le temps pour moi de remercier le comité de sélection d'avoir sélectionné un sujet qui n'est pas purement médical, mais qui traite de la formation, parce que je pense que c'est vraiment un sujet très important pour soutenir nos opérations médicales sur le terrain. Alors, je crois qu'on est déjà allé un petit peu vite. Non, finalement, je vais vous emmener directement au Niger, sur l'unité pédiatrique de Magaria, où chaque année, nous devons faire face à un pic de malnutrition qui voit exploser le nombre d'admissions pédiatriques sur l'unité. Ce pic dure environ 5 mois. Et consécutivement, nous avons aussi un pic de recrutement pour pouvoir prendre ces enfants en charge. Donc, un nombre d'infirmiers et d'assistants qui devient absolument phénoménal, puisque nous sommes à 260 infirmiers et 246, environ 250 assistants nutritionnels qui seront amenés à prendre en charge des enfants qui souffrent de maladies, de malnutrition aiguë. Donc, nous avons travaillé à concevoir des formations pour ces infirmiers et ces assistants nutritionnels, car nous avons pu remarquer au fil des années que les compétences ou l'expérience venaient à manquer pour prendre en charge efficacement ces enfants. Donc, nous avons travaillé avec des experts métiers du siège et du terrain pour concevoir des formations, 2 formations, une à l'attention des infirmiers, l'autre à l'intention des assistants nutritionnels, parce qu'il faut peut-être le rappeler, mais les assistants nutritionnels sont vraiment les frontline workers et ne bénéficient en général pas de formation initiale. Ce sont vraiment des gens que l'on recrute pour pouvoir être là, mais qui n'ont pas de formation paramédicale. Donc ces formations reposaient vraiment sur les fondamentaux de la malnutrition et de la pédiatrie. De manière consécutive, nous avons aussi recruté en fait des facilitateurs dans les équipes régulières de Magaria, des gens qui étaient des experts dans le domaine, reconnus pour leurs compétences techniques, mais aussi reconnus par leurs pairs et aussi pour leur capacité relationnelle. L'étape suivante a été donc de dérouler ces 2 formations pour les facilitateurs que nous avions recrutés. La phase suivante a été de former ces gens-là à dérouler par eux-mêmes les formations. Ensuite, ces gens-là sont repartis sur le terrain, donc sur Magaria, pour pouvoir déployer les formations. Et nous avons donc déployé 13 formations de 3 jours, chaque fois pour les infirmiers et les assistants nutritionnels. Donc nous avons travaillé sur l'évaluation en particulier, sur ce dispositif, parce que nous sommes vraiment partis sur un dispositif qui est le plus grand que nous ayons conduit jusqu'à présent. Hop, on a perdu la présentation, non? Alors... Effectivement, nous avons décidé de travailler et de creuser l'approche de l'évaluation parce que nous étions souvent et très souvent challengés sur les questions de transfert, mais un peu plus largement sur les questions d'impact. Et comme chacun sait, c'est vrai que surtout dans un domaine d'urgence, il est vraiment très très difficile de montrer que la formation va avoir un impact sur la qualité des soins. Mais nous avons voulu travailler sur le transfert et pour ce faire, nous nous sommes fait épauler par l'Université de Genève pour avoir un regard aussi plus neutre et un conseil méthodologique. Donc la première partie de l'évaluation reposait sur l'évaluation de la pertinence et de la cohérence de la formation du dispositif en cascade. Donc le fait de former des facilitateurs qui eux-mêmes après reformaient le terrain. Donc l'Université de Genève, en la personne de Cecilia Mornata, nous a apporté en fait cette analyse fine de l'ingénierie de formation pour effectivement savoir si nous allions atteindre cette cohérence. Le deuxième point sur l'évaluation du transfert reposait beaucoup plus sur une approche venant de Kirkpatrick, parce que généralement, dans nos formations médicales, nous testons effectivement la satisfaction, comme vous l'avez tous fait, les connaissances aussi, avec un pré-test et un post-test. Mais là, l'idée, c'était vraiment de tester plus loin, quant à savoir si finalement les acquis de la formation pouvaient se retrouver sur le terrain, dans la pratique réelle des soins.
Donc là, il a fallu qu'on aille un petit peu plus loin que ce que nous avions l'habitude de faire. Et nous avons opté pour une approche qualitative pour évaluer ce transfert. Donc, sur la base des objectifs pédagogiques de nos formations, nous avons créé des grilles d'observation afin de tester les comportements attendus. Nous avons mis en place aussi des entretiens d'explicitation et nous avons essayé de creuser toutes les conditions de transfert pour pouvoir vérifier le processus d'apprentissage. Donc nous avons pu vérifier à quel point la guidance et la sécurité psychologique étaient importantes dans le processus d'apprentissage. Nous avons pu repérer des dynamiques motivationnelles importantes dans le staff et vraiment mettre en évidence des comportements apprenants. Au niveau des résultats, très vite pour terminer, sur cette petite grille, vous pouvez voir en vert, là où nous avons vraiment pu tracer de manière notable le transfert des connaissances dans la pratique de travail. Par exemple, dans les soins infirmiers, la déshydratation, l'application du protocole nutritionnel, la surveillance des signes vitaux. Les points en rouge sont vraiment les points sur lesquels on n'a pas pu prouver en fait un transfert particulier d'apprentissage. Alors pour différentes raisons. Ça peut être des raisons qui vont être en lien avec la conception pédagogique même de la formation, mais ça peut être aussi des problèmes qui vont être organisationnels. Par exemple, sur l'hygiène des mains, si vous manquez de points d'eau ou de solutions de lavage des mains, évidemment, il est plus difficile d'appliquer ce que vous avez appris en formation et de le mettre en œuvre. Alors au niveau de la conclusion, vraiment les points sur lesquels j'aimerais attirer votre attention, c'est que nous avons vraiment travaillé en lien très proche avec la coordination, le terrain, les équipes terrain. Et ce dispositif qui finalement était un dispositif agile nous a permis de former un très grand nombre de collaborateurs en très peu de temps, quand même plus de 500 collaborateurs. Et là, je vous ai parlé que des infirmiers et des assistants nutritionnels, mais il y avait aussi les médecins et les managers, et vraiment à un moindre coût. On a pu montrer en fait la pertinence de ce dispositif en cascade qui intégrait donc le staff régulier et qui était vraiment par là même en fait un facteur de motivation important. Et on a pu montrer aussi le transfert, que ce système permettait un transfert des acquis de la formation dans la pratique. Les points d'attention, bien entendu, c'est une ingénierie qui se base sur les concepts de la formation d'adultes et qui doit être au plus proche en fait, de l'activité réelle. L'importance aussi de renforcer la guidance, c'est-à-dire une fois les 3 jours de formation terminés, vraiment pouvoir accompagner ces soignants dans leur pratique pour les amener justement à acquérir plus d'expérience et de soutien. Et puis aussi l'importance de l'organisation soutenante. C'est-à-dire que quand on veut se lancer dans un projet de formation comme ça, il faut que les moyens, autres que la formation, soient présents aussi, que ce soit en matière de matériel, de ressources humaines, mais aussi de sécurité psychologique offerte à l'apprenant. Voilà, je crois que j'ai déjà dépassé mon temps. Some questions? Est-ce qu'il y a des questions? Nous avons un rapport explicatif qui est à disposition. Si vous en avez besoin, n'hésitez pas. Malheureusement, il est en français là aussi, puisque c'était au Niger. Oh, sorry. Oui, un très, très bon programme, merci. Une bonne formation. Est-ce que vous faites des suivis aussi pour les résultats cliniques après? Alors ça, c'est vraiment toute la question justement de l'impact. Et jusqu'à présent, notamment au Niger, où nous sommes vraiment dans cette situation de pic nutritionnel massif, nous ne sommes pas encore allés jusqu'à lier cela en fait avec les résultats cliniques, malheureusement. C'est très compliqué. Hello, my name is Anna from MSF. Bonjour, je m'appelle Anna, je viens d'MSF Espagne. It was not very clear for me if when you were evaluating the results after the training. Est-ce que donc au bout de 3 mois, vous avez évalué les résultats parce que je n'étais pas sûre que si c'était immédiatement dans l'observation.
Et les entretiens d'observation ont lieu 3 mois après la formation. Parce que j'ai vu que pour l'hygiène hospitalière, vous avez mis la case en rouge et je me disais que cela suppose un changement de comportement. Ce n'est pas uniquement avoir les connaissances. Par la formation, c'est aussi changer d'habitude en matière d'hygiène. Donc, un changement comportemental est à mettre en œuvre. C'est pour ça que j'avais des doutes. C'est pour ça que je vous demandais si l'évaluation était faite immédiatement après la formation. Merci. So that was the last. C'était le dernier exposé oral. Nous allons maintenant avoir une conférence pédiatrique. J'invite notre collègue d'MSF, Fahim, qui est un pédiatre d'Afghanistan. On est très heureux que tu sois parmi nous parce que je sais que ce n'est pas facile de venir en Europe pour toi. Donc, on est très heureux que tu sois là. Bienvenue. Bonjour à tous et à toutes. J'espère que vous n'allez pas rire de mon anglais. Parfois, j'ai un peu de difficulté en anglais. Pas encore maintenant, mais... Lors d'une garde de nuit, un bébé est né avec des gros problèmes et j'ai dû appeler un pédiatre canadien et lui demander ce que je devais faire avec le cas de ce bébé. Et le collègue canadien m'a simplement dit commencer les soins palliatifs. Et je me suis demandé ce que ça signifiait, soins palliatifs, parce que pour moi, c'était tout à fait nouveau. Je n'avais jamais entendu ce mot. Et je suis ici pour témoigner de notre expérience en soins palliatifs dans notre unité pédiatrique. Nous sommes à Kaboul, en Afghanistan, à la maternité de Darshibarshi. C'est donc une maternité dans un hôpital. Donc MSF ne soutient que l'unité de maternité. Et on a plus de 50 accouchements par jour. Donc un nombre d'accouchements très élevé. Alors, comment définir les soins palliatifs en Afghanistan? Il y a beaucoup de définitions qui existent et celles qui sont produites dans nos recommandations, c'est lorsque les solutions thérapeutiques ne répondent pas aux meilleurs intérêts du bébé, il reste encore une solution, c'est le confort du bébé, c'est-à-dire soulager la douleur et certains symptômes. L'objectif des soins palliatifs, ce n'est pas de repousser le décès, c'est juste d'assurer le confort du bébé. Avant de commencer ces soins palliatifs, nous avons dû mener à bien une étude pour identifier les difficultés potentielles, parce que c'était quand même quelque chose de nouveau pour l'Afghanistan. On avait l'habitude de la thérapie curative et les soins palliatifs, c'est quelque chose de tout à fait nouveau pour nous parce qu'il n'y a pas d'écoles et de facultés de médecine où l'on enseigne cela et cela n'existe pas dans les hôpitaux publics.
Deuxième difficulté, c'est le problème juridico-légal parce qu'il n'y a pas de définition dans la législation sanitaire afghane relative à ce point. Il n'y a pas de recommandation du ministère de la Santé ou de protocole et les équipes sur place pensaient être confrontées à des problèmes légaux si les soins palliatifs étaient appliqués. Et puis, il y a la question des barrières religieuses et culturelles. Plus de 90% de la population est musulmane et les sages dans notre religion nous disent qu'il faut soigner les personnes et pas conduire le bébé à la mort. C'était difficile pour notre personnel de comprendre quel était le concept. Et ils pensaient qu'en administrant des soins palliatifs, ils enfreignaient la loi religieuse et que c'était un péché. Néanmoins, en dépit des difficultés, nous avons commencé les soins palliatifs en 2016. On n'y est pas encore complètement. Nous avons franchi un certain nombre d'étapes. Tout d'abord, nous avons expliquer que les réanimations n'étaient pas applicables lorsqu'il y avait des poids à la naissance extrêmement faibles ou qu'il y avait un problème congénital clairement identifié ou qu'il y avait beaucoup d'apnée, de grands syndromes respiratoires et qu'il fallait expliquer aux parents qu'on ne pouvait plus rien faire et qu'on n'allait pas pouvoir réanimer un bébé qui ne pouvait plus respirer. La deuxième étape a été d'identifier les cas. Et parfois, il est particulièrement difficile de prendre des décisions. Et nous devons passer par une réunion de staff, une réunion de l'équipe, c'est-à-dire les pédiatres, les infirmières, les responsables des activités médicales ou un référent médical qui viennent assister à nos réunions. Et nous dialoguons également avec les parents pour leur expliquer ce qu'a leur bébé et les conséquences que cela peut avoir. Et parfois, au début de la mise en œuvre de ce programme, les pédiatres décidaient de passer aux soins palliatifs, mais la sage-femme venait nous voir et nous disait « Vous avez arrêté la réanimation, mais le bébé respire. Pourquoi ?» C'était particulièrement difficile à expliquer. Il a fallu travailler beaucoup sur la communication. Il fallait adapter la communication aux pédiatres, aux sages-femmes, au personnel infirmier. Et aujourd'hui, on y est presque parvenu. Et lorsque nous prenons les décisions de soins palliatifs, nous parlons aussi du confort, du traitement de la douleur. Et il faut aussi apporter le soutien à la mère qui doit supporter la perte de son enfant. Donc on a un soutien psychologique aussi. Et 7 jours par semaine, il y a une personne à disposition pour les parents. La grande difficulté, c'est d'établir le dialogue avec les parents pour 2 raisons. Parce qu'on n'a pas le mode d'emploi, on n'a pas les recommandations sur comment dialoguer avec les familles. Notre propre personnel va transmettre des informations qui ne sont pas nécessaires aux parents. Et deuxième difficulté, comme je l'ai dit auparavant,
dans la culture, dans notre culture, c'est quelque chose de très difficile à accepter. Et le père va nous dire faites quelque chose et sauvez mon bébé, c'est mon seul fils, par exemple. Et pour eux, il est très difficile d'accepter ça, et nous, c'est très difficile de l'expliquer. Alors, comment, au quotidien, sommes-nous parvenus à améliorer les choses? Eh bien, tout d'abord, nous avons recueilli toutes les informations, les retours d'informations de notre personnel, pas uniquement les pédiatres, c'est-à-dire les informations qui nous venaient des sages-femmes, du personnel infirmier, c'est-à-dire leur ressenti. Et puis, l'on a fait participer les parents à la prise de décision au départ, notamment au moment de la prise de décision sur les soins palliatifs. Il faut que la famille soit impliquée. Et nous avons un comité soins palliatifs, c'est-à-dire les infirmiers de garde, les pédiatres de garde, d'astreinte, et parfois même les responsables des activités médicales ou le référent, les chefs infirmiers, les chefs des sages-femmes qui se réunissent avec la famille pour expliquer les problèmes et nous essayons de trouver la solution au cas que nous devons traiter. Et puis, il y a les difficultés associées au personnel non médical, parce qu'il y a une grande proximité avec les personnes, par exemple, qui font le ménage, les personnes chargées de l'accueil. Parfois, cela peut présenter des difficultés pour nous aussi, parce qu'ils n'ont pas forcément ils ne comprennent pas les choses de la même façon que nous. Et puis, le ministère de la Santé en Afghanistan a défini, a essayé de définir des recommandations en soins palliatifs pour les centres de traitement des patients atteints de cancer, mais cela concerne des adultes. Donc peut-être qu'en entrant en contact avec eux, nous allons pouvoir mettre plus de choses en place dans notre unité. Au bout de 3 ans, je dois dire que nous sommes toujours confrontés à un grand nombre de difficultés. Le personnel sur place n'est pas à l'aise avec les soins palliatifs. Pour un clinicien, on a l'impression de courir à l'échec et on a l'impression d'avoir échoué, de s'être trompé. Moi, je suis superviseur de l'unité pédiatrie. Parfois, la nuit, je peux recevoir un appel d'un pédiatre et me dire qu'il y a un bébé qui est né il y a 25 minutes et la famille nous oblige à continuer la respiration assistée. Qu'est-ce que je dois faire? Parce que pour eux, c'est aussi difficile. Ils sont aussi sur la pression de la famille et donc... Et moi, j'ai du mal à dormir la nuit aussi. Et en plein milieu de la nuit, j'ai du mal à leur dire ce qu'ils doivent faire. Cela signifie que nous avons encore beaucoup d'obstacles à surmonter. Je voulais juste vous parler d'un cas. Un bébé né à terme avec un poids normal, qui est né avec une aspiration, un score Apgar mauvais. La famille n'a pas accepté les soins palliatifs parce qu'au bout de quelques heures, il avait commencé à avoir plusieurs crises d'apnée. On l'a réanimé. Et parfois, en une nuit, il a fallu le faire 3 fois. On a parlé avec les parents de ces soins palliatifs, mais elle nous a dit c'est notre seul fils, n'arrêtez rien, continuez la réanimation.
Au bout de 2 jours, il avait plus d'apnée, mais il avait encore des crises avec des fortes doses de midazolam qui lui étaient administrées pour limiter ces crises. Nous avons poursuivi le dialogue avec la famille pendant cette période. Et au bout de... Et ils nous ont dit qu'ils nous autorisaient à ne pas faire de réanimation, mais cela a été accepté qu'au bout d'un certain temps, au bout de 5 jours, en fait, ce bébé était non tonique, il était comateux et cet enfant n'allait pas s'améliorer. Et ils nous ont dit qu'il ne fallait pas arrêter l'oxygène. Et il était en alimentation parentérale, mais pour un patient atteint de coma, il est difficile d'évaluer la douleur avec les échelles de douleur. Donc, on ne peut donner que des antiépileptiques. Mais au bout de 10 jours, la famille commençait à se fatiguer parce qu'elle constatait que cet enfant n'était pas tonique ni quoi que ce soit. Et au 13e jour, ils ont finalement accepté les soins palliatifs. Et comme conclusion, je dirais, les soins palliatifs sont applicables dans un pays comme l'Afghanistan, mais il faut avoir d'excellentes capacités de communication avec les équipes et avec les familles et dispenser suffisamment d'informations aux équipes. Et si l'on n'inclut pas les parents, les soins palliatifs sont tout à fait inimaginables en Afghanistan. Il faut donc reconnaître que les soins palliatifs, c'est quelque chose qui est difficile à accepter pour le personnel et qu'il ne faut pas se presser et imaginer que la famille ou le personnel va accepter cela en 24 heures. Ça sera différent à chaque cas. Et comme vous l'avez vu dans notre exemple, ce n'est qu'au bout de 13 jours que la famille a accepté que l'on administre des soins palliatifs. Merci beaucoup. Thank you very much for that presentation. Some work we do is hard, but it's good to see that. Merci pour cette présentation. Je sais que c'est pas évident, c'est difficile, mais bon, ça montre bien quand même que ce qu'on fait, ce qu'on dit, bien, ça peut quand même faire la différence dans la vie des gens. Alors, nous en arrivons à la fin de notre session aujourd'hui, et je vais juste bien préciser quels sont les principaux points à retenir de ce matin, de cet après-midi. Alors, je pense que ce matin, nous avons, lors de la séance respiratoire, c'est que les infirmières, les infirmiers sont des gens formidables. Et on a besoin de personnel bien formé, qu'on soutient pleinement. Surtout lorsqu'on fournit de l'assistance respiratoire, eh bien, il faut que le personnel soit formé en adéquation. On a parlé de CPAP. Là, tout le monde sait ce que c'est, CPAP, n'est-ce pas? On n'a pas posé la question, mais c'est la pression positive continue. On a parlé aussi des canules à débit élevé. On a parlé de leur emploi, des défis associés en fonction des contextes. Donc, on a dit oui, sont utiles. On en a souvent besoin. Et nous avons également appris que la canule à débit élevé, c'est une option intéressante parce qu'on s'est souvent penché sur le CPAP, moins sur la canule à débit élevé, et on doit certainement mettre des choses en place. Alors, les soins infirmiers, c'est un aspect important si on veut que ces programmes réussissent. Et
On doit aussi avoir des systèmes de prévention et de contrôle des infections si on veut que tout fonctionne bien. Et pour que ça fonctionne, il faut aussi faire ça de façon contrôlée. On ne peut pas juste mettre les choses en place et repartir au bout d'un mois. Non, il faut quelque chose qui soit fait dans la durée avec des protocoles clairs. Là, on peut aussi faire son propre système CPAP, mais il y a quelques défis à relever pour que ça fonctionne et peut-être qu'on ne réalise pas toujours ce qui se passe en réalité. On a aussi parlé des questions de faisabilité, de l'impact sur les projets lorsqu'il y a toutes sortes de besoins multiples qui s'ajoutent les uns aux autres. Donc il faut toujours avoir ça à l'esprit lorsqu'on met en place des programmes, que ce soit des programmes dans des pays plus riches ou dans des pays où, par exemple, on a des problèmes d'approvisionnement d'électricité, quels sont les impacts, quelles sont les priorités. Et dans ce cas, l'assistance respiratoire peut poser problème. L'oxygène, l'aspiration, eh bien, ça n'a pas l'air toujours comme étant grand-chose, mais dans les contextes où les ressources sont très limitées, eh bien, ça peut quand même faire la différence. Alors, il y a aussi la question de moins peut faire plus, donc les soins que l'on prodigue aux patients, le fait d'avoir à l'esprit que les patients doivent être, si possible, dans une situation confortable. On doit pouvoir aussi, par ailleurs, ne pas faire mal, en fait. Parfois, on veut agir parce qu'on voit un patient qui est très mal en point, mais en fait, on a des actions qui sont peut-être trop invasives et qui finalement font plus de mal que de bien. Alors, il y a POCUS. Ça, on en a parlé 2 fois. C'est un outil formidable, très utile. On apprend à le connaître de plus en plus. Il est utile dans un grand nombre de contextes et on devrait essayer de l'utiliser lorsqu'on pense qu'il y a un besoin. Heureusement, il existe un programme de formation et il y a du suivi sur le terrain. Donc, c'est quelque chose qu'un certain nombre de personnes sur le terrain envisagent de faire. Alors, pour ce qui est de la malnutrition, ça peut paraître évident, mais il faut le répéter. Eh bien, les mères, les enfants et les bébés, eh bien, c'est une unité. Il faut leur prodiguer des soins en tant que tels. Si la mère est en danger, eh bien, le bébé aussi, parce que surtout pendant les premiers 6 mois de vie, on ne peut pas intervenir sur l'un sans intervenir sur l'autre. Nous avons également posé une question importante. On s'est posé une question importante. On met en place des choses pour les moins de 6 mois. Est-ce que c'est ce que l'on fait? Est-ce que c'est ce que l'on doit faire? Alors peut-être que c'est le cas, mais on n'a pas suffisamment de documents, de données. Donc ça, c'est quelque chose sur lequel on peut agir. Et l'outil CPAM est un outil qui peut nous permettre d'améliorer l'aide fournie à ces enfants. Et on se rend compte que peut-être que pour cette tranche d'âge, eh bien, le MUAC sera peut-être l'avenir. Donc on attend un peu le résultat de travaux qui nous expliqueront si on peut simplifier les soins prodigués à ces bébés ainsi que le dépistage. Alors, il y a aussi la question du conseiller pédiatrique. Il faut les connaître. Maintenant, vous nous connaissez et vous savez où nous trouver. Sur ce, je vous remercie de votre attention et merci d'être resté bien réveillé. Merci d'être resté parmi nous. Alors, s'il vous plaît, vous avez encore quelques instants pour aller regarder les affiches. Si c'est la vôtre, eh bien, partez avec. Sinon, on fera quelque chose avec. En tout cas, bonne soirée. Les affiches étaient vraiment formidables. Donc, ramenez-les chez vous et présentez-les à d'autres personnes. Demain, on se retrouve à 8h pile. Merci.